Jean-Paul Sartre, philosophe existentialiste du XXe siècle, a formulé la maxime « l'existence précède l'essence » pour exprimer une idée fondamentale de sa pensée. Traditionnellement, on considérait que chaque être humain naissait avec une nature ou une essence préétablie, souvent dictée par des croyances religieuses ou philosophiques, en suggérant que l'homme n'a pas de nature prédéfinie, et que c'est à travers ses actions et ses choix qu'il se définit. Selon Sartre, à la naissance, l'homme est une table rase, sans essence ni préexistence. Il existe d'abord, puis, à travers ses décisions et ses actes, il forge son identité. Cette conception place une responsabilité immense sur les épaules de l'individu, car il est le seul artisan de son être. Il n'a pas de modèle universel ou de guide moral imposé de l'extérieur. Chaque personne doit naviguer dans le monde et déterminer par elle-même ce qu'elle veut devenir. Cette idée a des implications profondes sur la liberté individuelle. En l'absence d'une essence prédéfinie, l'homme est condamné à être libre, selon Sartre. Il n'a d'autre choix que de faire face à ses décisions et de contribuer à la construction de son identité. Cette liberté peut être source d'angoisse, car elle implique l'absence de repères fixes et la nécessité de créer ses propres valeurs. De plus, cette perspective met en lumière la notion de responsabilité. En l'absence d'une nature humaine universelle, les actions de chaque individu ne définissent pas seulement lui-même, mais également de modèles pour l'humanité entière. Ainsi, chaque choix personnel a des répercussions au-delà de l'individu, influençant la perception de ce que signifie être humain. En somme, l'idée que l'existence précède l'essence invite à réfléchir sur la nature de l'identité humaine, la portée de la liberté individuelle et le poids de la responsabilité morale. Elle nous pousse à considérer comment nos actions quotidiennes contribuent à la définition de nous-mêmes et de la responsabilité morale, et de l'humain en général, sans fournir de réponses toutes faites, mais en encourageant à chercher et à créer notre propre sens dans un monde sans essence préétablie. La question du libre arbitre a longtemps occupé les philosophes, les scientifiques et les penseurs de tous horizons. Nos choix sont-ils réellement libres ou sommes-nous déterminés par des facteurs extérieurs ou bien intérieurs? Cette interrogation touche au cœur de notre identité, de notre responsabilité morale et de notre compréhension du monde. Le libre arbitre est généralement défini comme la capacité de l'individu à faire des choix de manière autonome sans contrainte extérieure, reflétant ainsi une forme de liberté personnelle. Cependant, certains philosophes tels que Baruch Spinoza remettent en question cette notion. Selon lui, l'idée que nous agissons librement est une illusion. Il suggère que nos désirs et actions sont le résultat de causes antérieures, souvent inconscientes, et que nous ignorons les véritables motifs qui nous poussent à agir. Ainsi, même si nous avons l'impression de choisir librement nos décisions, cela ne serait en réalité que le produit de déterminisme que nous ne percevons pas. Nos choix sont constamment influencés par de multiples facteurs. Notre environnement, nos éducations et cultures façonnent-ils nos valeurs et nos perceptions? Nos expériences passées, nos traumatismes et notre état émotionnel influencent-ils nos décisions présentes? Nos choix sont-ils constamment influencés par de multiples facteurs? Notre génétique et notre neurobiologie jouent-elles des rôles majeurs dans nos préférencements et dans nos comportements? Ces influences, souvent subtiles et inconscientes, nous amènent à nous interroger. Dans quelle mesure sommes-nous maîtres de nos choix? Des recherches en neurosciences ont également alimenté ce débat. Des expériences, comme celle menée par Benjamin Libet, ont montré que l'activité cérébrale précède souvent la conscience et que nous avons notre intention d'agir. Cela suggère que nos cerveaux prennent des décisions avant même que nous en soyons conscients, remettant en question l'idée d'un libre arbitre conscient. Si nos actions sont déterminées par des facteurs au-delà de notre contrôle, cela a des implications profondes sur la responsabilité morale et sociale. Pouvons-nous vraiment être tenus responsables de nos actes si nous ne sommes pas véritablement libres de les choisir? Cette question est essentielle pour les systèmes juridiques et éthiques, qui reposent sur l'idée que les individus sont responsables de leurs actions. Il est important de noter que, même si nos choix sont influencés ou déterminés par divers facteurs, cela ne signifie pas que nous devons abandonner l'idée de la responsabilité personnelle. Reconnaître les influences sur nos décisions peut nous aider à mieux comprendre nos comportements et à travailler sur nous-mêmes pour faire des choix de plus en plus éclairés. En conclusion, le libre arbitre
invite à une introspection profonde sur la nature de nos décisions et de notre liberté. Elle nous pousse à examiner les forces qui façonnent nos vies et à réfléchir sur la manière dont nous pouvons peut-être exercer une forme de liberté authentique au sein de ces déterminismes. La question du libre arbitre interroge la nature de nos décisions. Sommes-nous véritablement libres de choisir nos actions, ou sommes-nous soumis à des déterminismes qui orientent inéluctablement nos choix? Cette interrogation a traversé les siècles, alimentant les débats philosophiques et scientifiques. Le philosophe néerlandais Spinoza, au XVIIe siècle, a apporté une perspective radicale sur cette question. Dans sa Lettre à Schuller, Spinoza suggère que l'idée du libre arbitre est une illusion. Il compare l'homme à une pierre lancée en mouvement, qui croit se déplacer librement, ignorant les causes qui l'y ont conduite. Selon lui, tout, y compris nos pensées et nos actions, est soumis à des causes antérieures. Ainsi, nos décisions, loin d'être le fruit d'une volonté libre, seraient le résultat d'une chaîne causale, ininterrompue. Si nos actions sont le produit de causes antérieures, cela remet en question notre responsabilité morale. Sommes-nous réellement responsables de nos actes si nous n'avons pas le pouvoir de les choisir librement? De plus, cette vision peut influencer notre perception de la justice et de la punition, car elle suggère que les individus agissent en fonction de déterminismes qu'ils ne contrôlent pas. Il est essentiel de différencier la liberté, en tant que capacité d'agir selon la volonté, et le libre arbitre, en tant que faculté de choisir indépendamment toute cause. Spinoza propose que la véritable liberté réside dans la compréhension des causes qui nous déterminent. En d'autres termes, être libre ne signifie pas agir sans cause, mais comprendre les influences qui guident nos actions, et ainsi acquérir une forme de liberté intérieure. Cette perspective invite à une introspection profonde. Prenons-nous réellement nos décisions de manière autonome ou sommes-nous le produit de notre environnement, de notre éducation ou de nos expériences passées? Reconnaître les influences qui façonnent nos choix peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Cependant, accepter cette vision peut être déstabilisant, car elle remet en question notre conception de l'autonomie et de la responsabilité individuelle. Le problème du mal est l'une des questions les plus complexes et débattues en philosophie et en théologie. Il interroge la compatibilité entre l'existence d'un Dieu omniscient, omnipotent et parfaitement bon, et la présence du mal dans le monde. Cette interrogation trouve ses racines dans le paradoxe formulé par Épicure. Si Dieu ne veut point ôter le mal, il est envieux. S'il ne peut l'ôter, il est faible. Ce dilemme met en lumière une tension apparente entre les attributs divins et la réalité du mal. Si Dieu est tout-puissant et bienveillant, pourquoi permet-il la souffrance et l'injustice? Cette question a conduit à diverses tentatives de réconciliation, connues sous le nom de théodicée, qui suggère que Dieu a doté les êtres humains d'une liberté de choix essentielle. Cette liberté permet aux individus de choisir entre le bien et le mal, rendant ainsi les actions humaines moralement significatives. Cependant, cette liberté entraîne inévitablement la possibilité de choisir le mal, ce qui peut expliquer la présence de celui-ci dans notre monde. Néanmoins, cette explication ne répond pas entièrement à la question du mal naturel, telles que les catastrophes naturelles, qui ne résultent pas des choix des humains. Une autre perspective est la théodicée de compensation, qui postule que les souffrances endurées dans cette vie seront compensées dans l'au-delà. Selon cette vision, les épreuves terrestres ont un sens dans un plan divin plus vaste, où la justice ultime sera rendue. Cependant, cette approche peut sembler insatisfaisante face à l'intensité et à l'injustice apparente de certaines souffrances. Certains théologiens adoptent une position plus humble, reconnaissant que les voies de Dieu sont incompréhensibles pour l'esprit humain. Cette perspective invite à l'humilité et à la confiance, suggérant que l'homme ne peut pleinement comprendre les raisons divines. Cependant, cette réponse peut être perçue comme un évitement du problème, ne fournissant pas de satisfaction intellectuelle à ceux qui cherchent des explications rationnelles. Le problème du mal ne se limite pas au débat théologique abstrait. Il a des implications profondes pour la vie quotidienne et la compréhension humaine. Il touche aux questions de la souffrance humaine, de l'injustice sociale et du sens de l'existence. En réfléchissant à ce problème, les individus sont confrontés à des questions existentielles sur la nature de Dieu,
la moralité humaine et le sens de la vie. En fin de compte, le problème du mal reste une question ouverte, sans réponse définitive. Il invite à une exploration continue de la foi, de la raison et de l'expérience humaine, poussant chacun à réfléchir sur ses propres croyances et perceptions face à la réalité du mal dans le monde. Le solipsisme, du latin solus, signifiant seul, et ips, signifiant soi-même, est une position philosophique qui interroge la nature de notre connaissance et de notre réalité. Cette doctrine soutient que la seule certitude que nous possédons est une existence de notre propre conscience, remettant en question l'existence du monde extérieur et des autres esprits. En d'autres termes, le solipsisme postule que tout ce que nous percevons et expérimentons ne pourrait être que le produit de notre propre esprit, sans réalité objective en dehors de celui-ci. Cette perspective trouve ses racines dans les travaux de René Descartes, notamment dans ses méditations métaphysiques. Descartes, en cherchant une base inéluctable pour la conscience, en est venu à douter de tout ce qui pouvait être mis en question, y compris l'existence du monde extérieur et des autres individus. La célèbre maxime « cogito ergo sum », je pense, donc je suis, exprime cette certitude de l'existence du soi, pensant comme un point de départ pour reconstruire le savoir. Cependant, cette approche conduit à une forme de solipsisme, où l'on ne peut être certain que de sa propre pensée. Au-delà de Descartes, d'autres philosophes ont exploré cette notion. Georges Berkeley, par exemple, a avancé que l'existence des objets dépend de leur perception par un esprit. Selon lui, être, c'est perçu, suggérant que la réalité matérielle n'existe que dans la mesure où elle est perçue par une conscience. Cette idée soulève des questions sur la nature de l'existence indépendante des objets de l'autrui. Le solipsisme invite à une réflexion profonde sur la nature de la réalité de ces connaissances. Si nous ne pouvons pas être certains de l'existence des autres esprits, ou encore du monde extérieur, cela remet en cause la possibilité de communication authentique. Comment pouvons-nous comprendre les expériences et les émotions des autres si nous doutons de leur existence réelle? De plus, cela pose la question de la responsabilité morale. Si les autres existent que dans notre esprit, avons-nous des obligations éthiques envers eux? Cette réflexion a des implications sur notre perception de la réalité quotidienne. Par exemple, des avancées technologiques telles que la réalité virtuelle et les environnements immersifs peuvent nous amener à questionner la frontière entre ce qui est réel et ce qui est perçu. Les expériences de simulation ou de rêve peuvent également brouiller les lignes entre la réalité objective de notre expérience. En somme, le solipsisme nous pousse à examiner les fondements de notre connaissance et de notre perception. Il nous confronte à la possibilité que tout ce que nous savons et ressentons pourrait n'être qu'une construction de notre esprit, nous incitant à reconsidérer notre compréhension de l'existence, de l'autre et du monde qui nous entoure. La question « Suis-je la même personne qu'hier ?» invite à une réflexion profonde sur l'identité personnelle et sa continuité à travers le temps. Cette interrogation a préoccupé les philosophes depuis des siècles, chacun proposant des perspectives variées pour comprendre ce qui fait de nous une personne unique et persistante malgré les changements inévitables. Au XVIIe siècle, le philosophe anglais John Locke a introduit une conception influente de l'identité personnelle. Selon Locke, ce qui définit l'identité d'une personne, ce n'est pas la continuité physique du corps, ni la permanence d'une âme immuable, mais la continuité de la conscience. Il soutenait que, si une personne à un moment donné est consciente des actions et des pensées d'une autre personne à un moment antérieur, alors ces deux moments de conscience appartiennent à la même personne. Ainsi, la mémoire joue un rôle central. Se souvenir de ses expériences passées est ce qui garantit que l'on est la même personne qu'hier. Cette approche met l'accent sur la dimension psychologique de l'identité, suggérant que notre perception continue de nous-mêmes est construite à travers la mémoire et la conscience. Cependant, la théorie de Locke n'est pas sans critique. L'une de ses principales objections concerne la possibilité de discontinuer de la mémoire. Il est courant d'oublier certaines expériences ou de modifier nos souvenirs avec le temps. Cela soulève la question, si nous oublions certains événements, sommes-nous encore la même personne? La dépendance de l'identité à la mémoire peut sembler circulaire. La mémoire est-elle fiable pour établir l'identité, si l'identité est en partie définie par la mémoire? Ces interrogations mettent en lumière la complexité de l'identité personnelle et la difficulté de la saisir pleinement. De nos jours,
certains philosophes et penseurs adoptent une version plus fluide de l'identité. Ils suggèrent que l'identité personnelle n'est pas une entité fixe, mais un ensemble de rôles, d'expériences et de relations qui évoluent constamment. Cette perspective reconnaît que nous changeons en fonction de nos interactions, de nos apprentissages et des différentes phases de notre vie. Par exemple, une personne peut se percevoir comme une enfant, une adolescente ou une adulte. Chacune de ces identités coexistantes contribue à la richesse de l'expérience humaine. Cette approche met l'accent sur la multiplicité de la diversité de l'identité, reflétant la réalité de notre existence changeante. En définitive, la question « suis-je la même personne qu'hier ?» ne trouve pas de réponse simple ou définitive. Elle sert plutôt de point de départ pour une exploration continue de ce qui nous rend uniques et cohérents à travers le temps. Cette réflexion nous invite à considérer comment nos souvenirs, nos expériences et nos relations contribuent à la construction de notre identité. Elle nous pousse également à reconnaître que, tout en conservant une certaine continuité, nous sommes en perpétuelle évolution, façonnés par le temps et les circonstances. Ainsi, l'identité personnelle apparaît comme un équilibre délicat entre permanence et changement, une quête sans fin pour comprendre qui nous sommes et comment nous nous relions aux autres et au monde qui nous entoure. Le rasoir d'Occam, également connu sous le nom de principe de parcimonie, est un concept philosophique attribué au moine franciscain anglais Guillaume Occam. Ce principe suggère que, face à plusieurs explications possibles pour un phénomène donné, il est préférable de retenir la plus simple, c'est-à-dire celle qui nécessite le moins d'hypothèses non vérifiées. En d'autres termes, il préconise de ne pas multiplier les entités ou les suppositions au-delà de ce qui est nécessaire pour expliquer un phénomène. Cette idée trouve ses racines bien avant Occam. Par exemple, Aristote, le philosophe grec du IVe siècle avant Jésus-Christ, exprimait déjà une pensée similaire, en affirmant qu'il est préférable de prendre des principes moins nombreux et de nombres limités. De même, un adage scolastique dérivé d'Aristote stipule que c'est en vain que l'on fait avec plusieurs ce que l'on peut faire avec un petit nombre. Ces formulations antérieures illustrent que la quête de simplicité dans l'explication n'est pas une idée nouvelle, mais qu'elle a traversé les siècles, s'affinant au fil du temps. Dans le contexte scientifique et philosophique, le rasoir d'Occam, ou d'Occam, sert de guide pour élaborer des théories et choisir parmi différentes hypothèses. Il ne s'agit pas de déclarer que la solution la plus simple est nécessairement la correcte, mais plutôt qu'en l'absence de preuves contraires, la simplicité est préférée. Cette approche vise à éviter l'introduction de concepts ou d'entités inutiles qui compliqueraient inutilement l'explication d'un phénomène. Cependant, il est crucial de ne pas interpréter ce principe comme une invitation à simplifier à l'extrême ou à ignorer les complicités inhérentes de certains phénomènes. La simplicité recommandée n'est pas celle qui néglige les détails essentiels, mais celle qui va à l'essentiel, sans ajouter de suppositions non fondées bien sûr. Ainsi, le rasoir d'Occam nous pousse à réfléchir sur la manière dont nous construisons nos explications, et à être conscient de la tentation d'ajouter des couches d'hypothèses qui n'apportent aucune valeur d'explicatif supplémentaire. Et toi, penses-tu que la simplicité est toujours préférée dans n'importe quelle situation ? L'allégorie de la caverne, exposée par Platon dans son ouvrage La République, offre une réflexion profonde sur la nature de la réalité, de la connaissance et de l'illusion. Imaginons des individus enchaînés depuis leur naissance à l'intérieur d'une caverne sombre, contraints de regarder fixement un mur. Derrière eux, un feu ardent projette des ombres d'objets et de personnes qui passent devant l'entrée de la caverne. Ces prisonniers, n'ayant jamais vu autre chose, considèrent ces ombres comme la seule réalité existante. À travers cette métaphore, Platon illustre comment les perceptions sensorielles peuvent nous enfermer dans une vision déformée du monde. Les ombres sur le mur symbolisent nos opinions et croyances superficielles, façonnées par les influences extérieures et les apparences. Ces perceptions limitées nous empêchent d'accéder à une compréhension plus profonde et authentique de la réalité. L'évasion d'un prisonnier, qui parvient à se libérer et à sortir de la caverne, représente le cheminement difficile vers la connaissance véritable. Au début, il est ébloui par la lumière du soleil, symbole de vérité suprême et du bien. Cette transition douloureuse reflète les défis auxquels nous devons faire face, lorsque nous remettons en question nos croyances établies et cherchons à comprendre le monde au-delà des apparences. Une fois habitué à la lumière, le prisonnier libéré perçoit la réalité dans toute sa splendeur et comprend que ce qu'il avait pris pour vérité n'était que l'ombre d'une réalité plus vaste.
Poussé par le désir de partager cette révélation, il retourne dans la caverne pour libérer ses compagnons. Cependant, ceux-ci rejettent son récit, préférant la familiarité de leur monde à l'incertitude de la lumière extérieure. Cette réaction souligne la résistance humaine au changement et à la remise en question de nos convictions profondes. Platon, à travers cette allégorie, invite chacun de nous à réfléchir sur nos propres perceptions et à reconnaître les limites de notre compréhension. Sommes-nous comme les prisonniers, enfermés dans nos illusions et acceptant passivement ce qui nous est présenté comme tel, ou avons-nous le courage et la curiosité de chercher au-delà des ombres, d'explorer les vérités cachées et de remettre en question nos certitudes? Cette réflexion nous pousse à envisager la possibilité que notre réalité perçue ne soit qu'une fraction de la vérité, nous encourageant à entreprendre un voyage intérieur vers la connaissance et l'éveil.